Alors, un des économistes les plus marquants de l'histoire de la pensée économique, c'est l'américain Paul Samuelson. Il est tellement marquant que Kenneth Arrow, qui était aussi un très grand économiste, qui a eu le prix Nobel commençant à apparaître dans la fin des années 60, a dit que c'était le plus grand économiste de l'histoire. Il faut dire que Kenneth Arrow était son beau-frère, donc je pense qu'il ménageait aussi les réunions familiales. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, ce n'était pas totalement infondé. Donc Paul Samuelson a aussi ceci de particulier, que c'est un des derniers vrais généralistes, c'est-à-dire capable de maîtriser l'ensemble des problèmes et des doctrines économiques. Il est né en 1915, il est né dans l'Indiana, c'est un physicien à l'origine, il fait des études de physique, il se spécialise même en thermodynamique, et puis il a la conviction que finalement il y a beaucoup de gens beaucoup plus compétents que lui et beaucoup plus à même de faire des grandes découvertes en physique, et il décide de se réorienter vers l'économie. Alors son nom est associé à de multiples résultats, multiples théorèmes. En fait, un des éléments clés de son succès, c'est qu'il va écrire un manuel qui va devenir le manuel de référence à la surface de la planète. D'ailleurs, son héritier intellectuel est probablement celui qui lui-même a écrit un manuel en la personne de Nicolas Gregory Mankiw, dont le manuel est devenu la référence à la surface de la planète. Cette force qui consiste à diffuser l'économie, cette idée essentielle comme quoi c'est par l'enseignement, par la publication dans les journaux, Samuelson tient une chronique régulièrement dans la presse américaine, par l'association à des interventions dans les médias plus ou moins généralistes, est une redécouverte. Samuelson met en avant le fait que finalement au XVIIIe siècle, les physiocrates avaient un journal, les éphémérides du citoyen, et que les économistes classiques avaient créé un journal, The Economist, dont l'objectif était de diffuser leurs pensées. Alors, quelle est la pensée de Samuelson? D'abord, Samuelson se définit comme étant en situation de faire la synthèse entre les idées de Keynes et les idées de la génération précédente. En termes de méthode, une de ses idées forces, c'est que il faut, si l'économie veut rester crédible, il faut qu'il y ait, à un moment donné, une seule théorie. Il n'y a pas une physique de gauche, il n'y a pas une physique de droite. Lui qui a été formé en thermodynamique dit il n'y a pas une valeur de l'entropie de gauche et une valeur de l'entropie de droite. Il n'y a pas des théorèmes de thermodynamique marqués par la politique. Donc il se peut que l'on se trompe, d'ailleurs il le dit bien, on a cru à certains moments pouvoir réaliser le mouvement perpétuel, ce qui n'existe pas. Mais une fois qu'on a des éléments nouveaux, on adapte la théorie à ces éléments nouveaux pour concevoir une nouvelle théorie, on fait des échanges pour arriver à une forme de conclusion, elle-même validée par l'expérience. Et, dit-il, ce que valide l'expérience, c'est une sorte de compromis de résultante, encore une fois, lui qui est physicien, il emploie le terme de la mécanique, une sorte de résultante entre la théorie classique et la théorie keynésienne. Alors, dans ces idées, dans cette résultante, il y a 4 thèmes qui vont dominer un peu sa pensée. Le premier, c'est de considérer que, en fait, la politique économique, l'idée de plein emploi acquis par la politique budgétaire est une idée qui est fragile. En effet, il voit bien, dit-il, qu'à l'équilibre de sous-emploi, qui avait été théorisé, conçu et identifié par Keynes, on substitue un autre équilibre qui est assis sur du déficit budgétaire. Donc il dit on passe d'un équilibre de sous-emploi à un équilibre de surendettement et on n'a pas résolu le problème. En fait, il faut raisonner non plus en équilibre, mais en dynamique. Et il faut intégrer dans le raisonnement le fait que l'économie est cyclique. Donc, il va théoriser le cycle dans ce qu'on appelle l'oscillateur. Donc, l'oscillateur, c'est le cycle. D'Hansen Samuelson, Hansen étant son professeur d'économie à Harvard. La deuxième grande idée, c'est d'intervenir sur le libre-échange. Donc, il va mettre en avant un effet qu'on appelle l'effet HOS, le S étant Samuelson. C'est une défense de libre-échange dans laquelle on se spécialise. Alors on retrouve l'idée des avantages comparatifs, mais les avantages comparatifs sont examinés de façon plus large que simplement le drap, le vin, le Portugal, l'Angleterre. Il dit bien en fait les avantages comparatifs, c'est les facteurs de production qui vont les structurer et les déterminer. Il ne raisonne plus en quantité de travail nécessaire, mais en productivité des facteurs de production qui sont mobilisés pour réaliser et organiser le libre-échange. Alors le troisième domaine dans lequel il va s'investir, c'est le domaine de l'inflation. Sur l'inflation,
il va identifier ce qu'on appelle un effet Balassa-Samuelson. Cet effet Balassa-Samuelson, ça consiste à dire que, en fait, l'inflation n'est pas exclusivement monétaire, qu'il y a dans un certain nombre de pays une inflation qui est une inflation qu'on va qualifier par les coûts, et une inflation qui est liée à l'augmentation des salaires. Grosso modo, dit-il, on augmente tous les salaires un peu de la même façon, alors que l'efficacité des salaires n'est pas la même dans les différents secteurs. Il y a des endroits où il y a du progrès technique, ce qui justifie la hausse des salaires, et puis il y a des endroits où il n'y a pas de progrès technique, des secteurs que certains qualifient de secteurs archaïques, et dans ces secteurs, les hausses de salaires débouchent sur des hausses de prix. Et bien, le dernier sujet dans lequel il va un peu s'illustrer, eh bien, c'est toujours sur l'inflation, c'est dans un débat avec Jan Tinbergen, qui est un grand économiste d'origine néerlandaise, sur les liens entre l'inflation et le chômage. Et donc, s'appuyant sur les travaux d'un personnage qui est certainement un des personnages les plus connus de l'histoire de la pensée économique et les moins connus, à savoir Andrew Phillips. Phillips est un professeur à la London School of Economics, et ce professeur va faire des exercices à ses étudiants pour essayer de trouver un lien entre l'inflation, plus exactement entre l'évolution des salaires et le chômage. Et il va arriver à ce lien qui est le lien inverse entre l'inflation et le chômage, c'est-à-dire l'idée que plus il y a de chômage, moins il y a d'inflation, et plus on s'approche du plein emploi, plus il y a d'inflation. Je dis bien dans ce sens-là parce que le lien inflation-chômage est un lien où il y a une cause et un effet. La cause, c'est le chômage, l'effet, c'est l'inflation. Alors, Samuelson va insister là-dessus en considérant que si on veut comprendre l'économie et réaliser effectivement une analyse de l'économie, il faut partir de cet arbitrage entre l'inflation et le chômage qu'il relie au cycle. Dans le cycle économique, il y a des périodes d'inflation et il y a des périodes de chômage. Donc cet arbitrage, non seulement on peut le théoriser de façon très pragmatique à un instant T, et puis on peut l'inclure dans la logique du cycle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va vivre vieux. Il va mourir en 2009, en disant que finalement, une des raisons pour lesquelles il était content d'être économiste, c'est que c'est un métier où on vit vieux. Et sur la fin, il va avoir, comme toujours quand on arrive à la fin, 2 ou 3 traits d'amertume. Le premier, ça va être le fait que sa tentative d'éviter les guerres entre les économistes est plutôt un échec, même s'il est à l'origine indirectement, et s'il a été un des soutiens actifs de la procédure de prix Nobel, en disant que c'était une façon de fédérer les économistes en leur donnant comme objectif d'avoir le prix Nobel. Sa deuxième désillusion, ça va être le fait que finalement, le libre-échange, malgré le théorème HOS, le libre-échange est à la fois contesté, et d'une certaine façon, avec des arguments qui l'ébranlent pas mal. Et puis sa dernière désillusion, c'est qu'il s'investit toujours systématiquement derrière le Parti démocrate, et même s'il soutient la candidature de John Kerry, qui est candidat en 2004, il regrette la période où le candidat c'était John Kennedy, en disant qu'il y a eu un recul dans la qualité du monde politique américain. Il en reste une œuvre utile, importante, et surtout cette idée que faire un manuel d'économie, c'est fondamental.